Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc aujourd'hui c'est mon dernier cours de ce cycle et je le divise en deux parties. La première c'est la suite de la tomographie de forme d'onde que j'ai commencé la dernière fois, et dans la deuxième partie j'espère avoir le temps de vous parler des nouvelles méthodes de tomographie en utilisant le bruit sismique. Alors je vais surtout vous montrer des images dans cette première partie du cours, mais je vous demande un peu de patience. Les premières diapos vont montrer quelques équations pour terminer ce que j'ai fait la dernière fois. Donc si ça ne vous intéresse pas, reposez-vous et je vous réveillerai au moment voulu. Voilà, donc nous en étions, c'est simplement pour donner une idée du problème qui se pose dans le cas de la forme d'onde, qui est un problème non linéaire. Donc on est obligé de linéariser, et donc c'est une méthode d'optimisation. On va avoir une fonction de coût à minimiser, et la fonction de coût va être cette fonction qui nous informe sur est-ce que les prédictions de notre modèle, donc les modèles, on prédit le champ des ondes et on compare au champ des ondes observées. Est-ce que ce modèle nous prédit des données proches, des données synthétiques proches des vraies données? Et donc, on avait introduit ce genre de fonction coût, grand phi, qui contenait ce terme de résidu par rapport pondéré par différentes considérations sur l'erreur, sur les données, etc. Et ensuite, un terme de régularisation où l'on propose de rendre notre modèle proche d'un certain modèle de référence suivant certains critères. Donc c'est une fonction coût de ce type, peu importe les détails. Et donc on va vouloir la minimiser pour essayer de trouver son minimum. Quel est le modèle qui va nous donner le minimum de cette quantité-là? Donc pour faire ça, on développe en série de Taylor autour d'un modèle de départ qu'on appelle M0. Et donc on va écrire, puisqu'on est ici dans un espace à plusieurs dimensions, c'est la même chose qu'en une dimension, vous connaissez cette série de Taylor, donc le modèle phi du modèle de référence, plus le gradient, le dérivé partiel, multiplié par la différence entre le modèle M et le modèle de référence, plus des termes d'ordre supérieur, dont le premier est un terme quadratique qui contient les dérivées secondes par rapport au modèle, les dérivées secondes de la fonction phi par rapport au modèle. Alors ici, donc, on a le gradient, c'est-à-dire le vecteur des dérivées partielles par rapport aux différents paramètres du modèle. Donc on suppose qu'on a une paramétrisation du modèle, soit en bloc, soit en fonction harmonique sphérique, si on veut, globale, ou d'autres paramétrisations. Peu importe, on a le gradient. Et l'autre terme ici, c'est ce qu'on appelle le hessien, c'est-à-dire c'est une matrice des dérivées secondes. Une matrice, il y a deux indices, I et J, où I va de 1 à grand M, le nombre de paramètres du modèle, et J également, donc on obtient une matrice, et c'est une matrice symétrique d'ailleurs, la matrice des dérivées secondes de phi par rapport aux paramètres du modèle. Donc voilà, on cherche à minimiser cette fonction exprimée comme ça, on s'arrête en général, c'est déjà pas mal quand on inclut ce second terme. Et donc, je l'ai réécrite là-haut, la fonction à minimiser, et on va évaluer le gradient dans le cas simple où on n'a pas de terme de régularisation, c'est simplement pour montrer comment on fait. Donc, dans ce cas-là, le gradient, on dérive cette fonction d de phi sur d de m, de dmi, par exemple. Donc, on va avoir un terme ici qui va être la dérivée de la fonction g en fonction par rapport à m, qui va être une matrice, puisqu'on a plusieurs paramètres du modèle, et multiplié par ce terme-là, et deux fois la même chose. Et donc, comme on a défini
exprès la fonction phi avec un facteur 2, il nous reste un seul, avec un signe moins, puisqu'il vient d'ici ou d'ici. Et donc ça s'écrit moins grand G transposé D moins G de M0, où grand G, c'est cette matrice-là, c'est la matrice des dérivées partielles du champ des ondes, puisqu'on s'intéresse au champ des ondes, mais ça pourrait être une autre fonction dans un autre domaine, par rapport au modèle, évalué en M0, donc dans le modèle, au modèle du départ. Ensuite, on évalue le hessien, et donc le hessien, c'est concentré ici la matrice des dérivées secondes par rapport au modèle, et donc on prend ce gradient et on le dérive encore une fois. La première fois, ça va nous donner encore un grand G, ici avec un signe moins, donc ça va nous donner G transposé G, et plus ce terme-là qui reste et la dérivée de cette matrice grand G par rapport au modèle M. Donc il y a deux termes, il y a un produit, la dérivée du produit, c'est la dérivée du premier terme multipliée par le deuxième terme, plus la dérivée du deuxième terme multipliée par le premier terme. Donc ça donne ça. Et là, en général, on néglige le second terme de cette égalité pour les siens. Mais il faut le savoir qu'on fait ça, c'est une approximation et qui n'est valable que si les résidus qui sont exprimés par ce terme-là sont faibles et où le problème est faiblement non linéaire, c'est-à-dire que les dérivées de cette fonction ont des valeurs faibles. Donc c'est une approximation, mais elle est très pratique parce qu'on se retrouve avec cette expression toute simple où le hessien est approximativement égal à cette matrice, qui est cette matrice symétrique, dont les éléments sont en nombre du nombre de modèles dans la paramétrisation choisie, et qui a cette expression. Et donc, la minimisation de notre fonction Q revient à résoudre ce qu'on appelle les équations de Gauss-Newton. Minimiser la fonction, c'est trouver le modèle M qui annule son gradient. C'est la définition du minimum. Et donc, on va trouver le modèle M qui nous permet d'avoir cette égalité, gradient de phi en M0 plus le produit du hessien par la différence entre le modèle et le modèle de départ égale 0, ce qui s'écrit en approximant H par GTG, ça s'écrit GTG M-M0 égale GT delta D, parce que le gradient, on l'avait écrit en moins GT delta D, on passe ça de l'autre côté, donc le signe devient. Donc on a ces équations à résoudre, et vous les connaissez déjà, on les a vues déjà de nombreuses fois au début du cours. Alors, donc voilà, je les réécris ici. Et alors là, il y a différentes approches qui sont plus ou moins lourdes de calcul. Alors, la tomographie par la méthode des adjoints, dans ce cas-là, on calcule le gradient de manière numérique. Et c'est-à-dire qu'on obtient ce terme-là de manière numérique. Ça se fait, je ne vous donne pas les détails, en faisant deux calculs de champ des ondes numériques, donc dans le cas de la tomographie globale, ça va être par la méthode des éléments spectraux. Actuellement, c'est la méthode des éléments spectraux, oui. Et donc le calcul direct va nous donner, si vous avez ici une source, une station, va nous donner un champ des ondes. Ensuite, on va calculer en chacune des stations le résidu par rapport aux données. Donc on va comparer le champ produit dans le modèle de départ au champ observé. On va calculer la différence. Ça va nous donner notre résidu. Et on va considérer ces résidus comme source de vibration. On va rétropropager, c'est-à-dire qu'on va repartir en arrière dans le temps de ce champ engendré par les résidus qu'on appelle le champ adjoint. Et ensuite, on va former le produit. On va faire l'interaction entre le champ direct et le champ adjoint, ce qui va nous donner le gradient. Et donc on va obtenir des noyaux de ce type-là, de sensibilité, comme vous voyez, comme on a déjà vu pas mal de fois. Alors, dans ce cas, quand on fait ça numériquement,
le gradient est déjà assez lourd numériquement. Il implique 2 calculs par la méthode des éléments spectraux. Et en plus, il faut régulariser ou conditionner le problème. Et en général, on ne calcule pas le hessien de manière rigoureuse. C'est trop coûteux. Et on s'arrange pour conditionner la solution avec un hessien très approximatif. Par exemple, une méthode que certains de vous connaissent peut-être, la méthode BFGS. Mais disons que ce hessien approximatif n'est pas vraiment lié, enfin n'est pas en relation directe avec les dérivées partielles secondes. Donc ça, c'est une méthode. Et parce que les calculs sont lourds et que parfois, en fait, les auteurs font un 3e calcul de champ adjoint pour voir quel pas choisir, quel est le pas optimal pour choisir pour progresser dans leur modélisation. Il a donc été appliqué d'abord au niveau de la tomographie locale et régionale. Alors, je n'ai pas vraiment le temps d'en parler aujourd'hui, malheureusement, mais c'est simplement pour que on a mis beaucoup plus de temps à pouvoir appliquer ce genre de méthode au niveau global à cause de la lourdeur des calculs. Alors, en attendant, on peut appliquer une méthode un peu hybride, c'est ce qui est fait dans mon équipe, donc je vais vous en parler. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On va calculer le champ direct par la méthode des éléments spectraux. C'est important pour obtenir une fonction coût bien précise. Et par contre, on va se permettre de calculer le gradient et le hessien approximativement par la méthode de perturbation des modes propres dont je vous ai parlé un peu la dernière fois. Donc, c'est une méthode de perturbation qui permet d'inclure le fait que les ondes de volume ont une sensibilité autour du ray infinitésimal. Ici, un exemple pour les ondes S réfléchies une fois à la surface de la Terre. Ici, pour les ondes diffractées à la limite noyau-manteau. Alors bon, ce n'est pas parfait. Vous voyez, vous avez comme des zones de Fresnel ici, des zones d'interférence, mais c'est une meilleure approximation à la fois. C'est à la fois une meilleure approximation que l'approximation des ondes de surface qui est utilisée dans les cas classiques ou l'approximation des rays infinitésimaux, et c'est beaucoup plus rapide que de calculer les gradients numériques. Et en plus, comme c'est rapide, on va pouvoir aussi calculer le hessien approximatif basé sur ce calcul de méthode de perturbation. Donc on calcule le problème direct, la prédiction du champ des ondes par la méthode des éléments spectraux, et la partie inverse par une méthode approximative de perturbation des modes propres qui est approximative mais qui tient compte de la physique de la propagation de la Terre, de la propagation des ondes sismiques dans la Terre. Bon, on applique encore d'autres approximations, mais qui marchent bien. Par exemple, pour accélérer le calcul, on remplace la croûte qui est faite de couches très fines de vitesse lente par une croûte plus lisse, donc avec variation avec la profondeur lisse, en éliminant les discontinuités à l'intérieur de la croûte. Et c'est donc une croûte artificielle, mais qui est équivalente à la vraie croûte dans le domaine de fréquence dans lequel on travaille, qui est un domaine de fréquence assez basse, de longue période. Et ça permet d'accélérer le temps de calcul d'un facteur 4, qui est considérable. Et on commence aussi à longue période. On a la possibilité d'avoir déjà des modèles de Terre obtenus par des méthodes classiques, donc de grande longueur d'onde, qui sont déjà des bons modèles 3D de référence. Et donc on commence à longue période où les effets des petites hétérogènes latérales sont moins forts. Donc c'est ce que nous avons fait. Je vais vous montrer ce qu'on a fait dans les dernières années dans ce domaine. Là, on avait fixé les périodes à des périodes supérieures à 60 secondes pour trouver d'abord construire un modèle du manteau supérieur.
Et ensuite, on a rajouté des formes d'ondes de volume à plus courte période pour pouvoir séparer les différents trains d'ondes de volume, hein, les S, les SS, les SSS, etc., et pour avoir accès à la structure du manteau inférieur. Et donc, à chaque itération, le problème direct est calculé par la méthode des éléments spectraux. Bon, dans notre groupe, mais ça c'est vraiment un détail, on accélère le calcul en couplant le calcul numérique dans le manteau avec un calcul dans un modèle à une dimension, donc asymétrie radiale, asymétrie sphérique dans le noyau. Pour l'étude du manteau, ce n'est pas très important d'inclure aux périodes considérées la structure 3D du noyau. Et ça accélère beaucoup le calcul. Donc pour ceux que ça intéresse, ça fait intervenir un opérateur ici de couplage entre les deux calculs qui s'appelle Dirichlet-Neumann. Et le problème inverse, on le calcule avec la méthode de perturbation des modes, qui est et en utilisant aussi, on a des très grosses matrices, hein, de Hessien est très gros, puisqu'on a plus de 200 000, même 300 000 éléments dans notre matrice, paramètres du modèle. On utilise des méthodes modernes pour pour construire ces grandes matrices hessiennes. Alors, donc, je vais vous montrer les résultats. D'abord, la progression. Hein, donc, on commence avec un modèle moyen 1D du manteau supérieur et un modèle dans le manteau inférieur calculé il y a longtemps avec une méthode de perturbation de mode. Et on commence par développer un modèle du manteau supérieur, donc à assez longue période. Et ensuite, le manteau entier. J'ai mis les photos des étudiants qui ont fait ce travail, parce que c'est un travail considérable, un travail de thèse. Et donc, on est arrivé à plusieurs modèles. Je vais vous montrer quelques images du modèle du manteau supérieur et quelques images du manteau complet, du manteau entier, et les comparer avec d'autres modèles obtenus par d'autres auteurs. Alors déjà, l'intérêt de faire de la forme d'onde avec d'une part la propagation directe calculée de manière exacte, de manière pratiquement exacte, ce n'est pas tout à fait exact, mais vraiment très précise, dans une Terre où on n'a pas d'hypothèse sur la taille des hétérogénéités et leur amplitude, nous permet, comme je vous ai déjà montré, d'avoir plus de résolution dans les régions de faible vitesse, hein, puisque les premières ondes évitent les zones à faible vitesse, et donc il faut regarder dans le profond des formes d'ondes pour avoir cette information. Donc là, je vous montre un exemple. Donc ça, c'est le modèle SEMM2, qui est donc notre modèle du manteau supérieur à 70 km de profondeur. Bon, vous reconnaissez cette image qui montre la tectonique, hein, avec les dorsales lentes, les continents rapides, froids et rapides, la progression dans l'océan Pacifique, dont j'ai déjà pas mal parlé. Et maintenant, on va regarder la comparaison de profils dans un endroit très particulier de la dorsale Est-Pacifique, où il y a eu des études locales. Et alors d'abord, je montre, donc c'est un profil en fonction de la profondeur, dans cet endroit particulier de la dorsale Est-Pacifique, où on a comparé deux modèles globaux obtenus par des méthodes classiques, hein, donc de fréquence infinie, si on veut, et le modèle local de la partie supérieure du manteau supérieur obtenu par les données locales. Et vous voyez, les modèles se ressemblent, mais il y a un minimum très marqué vers 100 km de profondeur, presque à 4 km par seconde, obtenu dans le modèle local, qui a donc plus de résolution par le fait même qu'il est local, avec des données obtenues par des sismomètres fond de mer, et donc dans cette étude ici.
Et ça, c'est le modèle moyen de la petite région de quelques dizaines de kilomètres sur quelques centaines de kilomètres sur quelques centaines de kilomètres, et les modèles globaux classiques. Maintenant, dans ce modèle de manteau supérieur obtenu avec la méthode des éléments spectraux, voilà la moyenne dans cette région. Et vous voyez qu'on explique beaucoup mieux l'amplitude des variations latérales. Alors après, vers la croûte, ça diverge, mais ça c'est parce que nous, on a cette hypothèse de croûte homogénéisée qui fait que la croûte n'est pas réaliste et il ne faut pas interpréter le modèle au-dessus de 50-60 km de profondeur. Mais dans cette région-là, on a un meilleur accord. Alors pourquoi c'est important ? Même dans un cadre aussi classique que celui-là, on regarde les dorsales, on connaît bien les dorsales, on sait qu'elles ont des vitesses lentes, c'est que quand on veut interpréter les modèles sismiques, en fait, nous, on a les vitesses sismiques, ici les vitesses des ondes S, j'aurais dû marquer que c'était des vitesses d'ondes de cisaillement. Ça, c'est une chose, mais ce qui nous intéresse, c'est la température et la composition. Et pour pouvoir transformer ça en température et composition, il faut avoir une bonne précision sur l'amplitude des anomalies, parce que sinon on risque de trouver l'interprétation sera fausse. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, donc maintenant je vais vous faire un petit tour. Donc ça, c'est encore le même modèle, mais dessiné, en fait, j'aime pas trop, je devrais utiliser l'autre carte. Et cette échelle de couleur n'est pas géniale. C'est à 100 km de profondeur. Et vous voyez ici les points noirs, enfin les ronds noirs avec un point vert au milieu, ce sont les volcans principaux de milieu de plaque, les volcans de points chauds, qui sont indiqués comme ça. Et je vais faire un zoom sur une région particulière ici, qui est, on va regarder en profondeur ce qui se passe dans cette région du Pacifique qui contient le point chaud de Hawaï, les points chauds ici du super swell Pacifique et ici Samoa. Alors, d'abord, avant de passer à ça, je vais montrer ce modèle à 250 km de profondeur. Donc, voici le modèle à 250 km de profondeur, et on remarque, ça n'est plus, par rapport au modèle à 100 km, on voit que la structure a pas mal changé, et on ne voit plus aussi bien les dorsales, mais on a comme des traînées ici, on les voit très bien dans l'océan Pacifique, mais aussi dans l'océan Indien et même dans l'océan Atlantique, des traînées ici qui vont nord-ouest, sud-est. Et quand on compare ça à la direction absolue des plaques, donc une donnée complètement indépendante qui a été obtenue par les données de GPS, on voit que ces directions de ces élongations sont, donc cette structure est un peu allongée, sont dans la direction absolue des plaques, dans la plaque pacifique, mais aussi qui est une plaque qui va assez vite, qui se déplace rapidement, mais aussi dans la plaque antarctique qui se déplace à 1 cm ou 2 par an, donc plus lente, dans l'océan Indien et aussi dans l'océan Atlantique. Donc je ne vais pas... vous remarquez qu'il y a une certaine périodicité. En fait, là, entre ces deux lignes, il y a environ 2000 km et ça se répète. Et c'est un signal qu'on voit aussi, qu'on voit dans ce modèle, mais qu'on voit aussi dans le géoïde, dans les données de gravité. Donc ici, on compare la même carte, ici à 250 km de profondeur, avec une analyse des anomalies de gravité, c'est-à-dire du géoïde, c'est les hauteurs du géoïde qui représentent les anomalies du champ de gravité ou du potentiel de gravité plus précisément en fonction de la position, qui ont été analysées ici en utilisant des ondelettes directionnelles. Donc on cherche les échelles dans chaque direction, chaque azimut considéré, on recherche quelles sont les échelles dominantes dans les structures, quelles sont les périodicités dominantes dans les structures. Et quand on fait cette analyse, on trouve aux échelles d'environ des longueurs d'onde d'environ 2000 km, 1800 km plutôt, un maximum dans le géoïde correspondant à ces directions autour du rose et du rouge, qui sont ainsi indiquées ici dans cette carte aussi,
qui des directions dominantes. Donc il y a aussi un signal de ce type-là avec une périodicité très similaire dans le géoïde. Alors ce qui est étonnant par contre, c'est que les traits noirs qui ont été dessinés ici, ils ont été dessinés aux mêmes endroits que dans cette carte-là, et les zones où on a ces signaux très forts dans le géoïde, en fait, ne tombent pas à l'aplomb de ce qu'on trouve dans la sismologie. Alors ça, c'est étonnant, parce que dans un système dynamique, si ça c'est une convection secondaire, par exemple, si ce qu'on voit dans la sismique, dans les deux cartes, c'est une expression de convection secondaire dans le manteau supérieur, on s'attendrait à ce que le géoïde soit plus haut, enfin que la gravis soit, qu'il y ait des bombements au-dessus des courants montants et des pressions au-dessus des courants descendants. Et en fait, c'est déplacé, hein, les structures sont déplacées. Et ça, c'est un sujet de recherche active qu'on est en train de se creuser la tête. Comment expliquer ces décalages? Et on est en train d'arriver à la conclusion qu'on ne peut pas l'exprimer, on ne peut pas l'expliquer uniquement par des variations latérales de température. Mais regardons maintenant en 3 dimensions. C'est un premier point. Donc ça, c'est juste cette partie, cette partie-là du modèle qui est intéressante, qu'on va regarder en 3 dimensions. Donc on regarde ici à partir du sud. On regarde du sud vers le nord. Vous voyez les cônes verts, ce sont les volcans de Hawaï, Samoa, le Superswell. Hein, Tahiti est l'un de ces volcans. Et on a représenté le modèle uniquement les parties qui sont plus lentes que la moyenne, donc avec une échelle de couleur allant. On n'a pas représenté ce qui est bleu, on n'a représenté que ce qui est jaune ou rouge, donc des structures de vitesse plus lente que la moyenne. Et on voit apparaître d'abord ici, ça c'est la zone à faible vitesse bien connue dans les océans, dont je vous ai montré le minimum à 100 km près de la dorsale Est-Pacifique, qui s'atténue quand on va vers l'ouest, hein, avec l'âge de la plaque. Mais en dessous, on a cette région allongée, c'était ce que je vous montrais sur la carte à 250 km. Et encore en dessous, on voit des structures séparées qui sont plutôt d'orientation verticale. Bon, bien sûr, il y a une exagération verticale ici dans cette carte pour les voir, et qui ont l'air de correspondre, qui sont à la verticale, plus ou moins, de certains de ces volcans ou certains groupes de ces volcans. Donc c'est comme ça qu'on les a, disons, notés ici. Quand on regarde de l'Est, donc par exemple on est sur la dorsale Est-Pacifique, on regarde vers l'Est, hein, le nord est par ici, encore une fois ça c'est Hawaï, ça c'est Samoa, ça c'est les volcans du Superswell, donc Pitcairn par exemple, et qui est là je crois, et on voit cette fois-ci la zone à faible vitesse à 100 km sur la dorsale, et en dessous ces espèces comme de la toile ondulée avec une périodicité ici de 2000 km que je vous avais montré sous forme de carte précédemment. Alors, et de nouveau, on retrouve ces colonnes de vitesse lente qu'on peut associer géographiquement avec des points chauds à la surface. Alors, on peut se demander si d'abord ces structures, on va parler de ces structures allongées là qu'on voit très bien à 250 km dans la direction de la plaque, hein, qui est par ici. Et est-ce que c'est un effet de l'inversion? Alors, on a bien sûr fait des tests. Hein, on a mis des structures comme ça artificielles. On a regardé ce que ça donnait dans la dernière attiration de l'inversion. Ça, c'est ce qu'on entre et ça, c'est ce qu'on sort. On ne les casse pas en morceaux. Hein, donc, voilà, une autre dans notre position. On peut aussi les faire dans la direction opposée et on voit qu'on ne casse pas, qu'on n'obtient pas des structures séparées comme on les voit dans le modèle. Donc ça donne une certaine confiance dans ce modèle. On voit aussi, ça c'est un test de damier sur l'ensemble du modèle. Je ne vais pas
passer beaucoup de temps dessus, mais pour montrer qu'on a quand même pas mal de résolution. Ça, c'est le modèle en entrée toujours et le modèle en sortie. Donc les amplitudes sont un petit peu diminuées, mais on arrive à retrouver à ces échelles-là, du moins ces échelles latérales, les modèles qu'on rentre. Les parcours, les trajets, ce ne sont pas des structures qui sont allongées ici, qu'on voit, elles sont dans ces directions des lignes rouges et ne correspondent pas aux directions des trajets dans l'océan Pacifique, qui sont plutôt nord-sud ou dans des directions. Enfin, elles ne suivent pas ces directions-là. Ça, c'est plusieurs cartes montrées avec différentes projections pour le montrer. Donc, on pense vraiment que ces structures existent. Et ici, donc, je remontre encore une fois la carte à 250 km. Je vais montrer des coupes. Ici, c'est une carte montrée traditionnellement à une profondeur donnée par rapport à la moyenne globale à cette profondeur. Donc le 0, c'est la moyenne globale. Et ça, c'est la direction absolue de la plaque pacifique et de la plaque antarctique ici, les flèches. Et maintenant, on coupe, suivant les coupes 1, 2, 3 ici, en coupe verticale, mais on change d'échelle de couleur parce qu'on représente maintenant les vitesses absolues. Donc au lieu de perturbations en pourcentage, on regarde les vitesses absolues, donc des kilomètres par seconde, de 4 km par seconde à 4,8 km par seconde, dans ces trois coupes, depuis la 50 km de profondeur jusqu'à vers 350 km de profondeur. Et on voit encore très bien, on voit la zone à faible vitesse avec des vitesses très lentes, et on voit ces structures périodiques qui continuent vers les plus grandes profondeurs. En fait, on peut les continuer encore plus profonds, je vais le montrer sur une autre coupe, mais on les voit très distinctement jusque vers 300 km de profondeur. Les valeurs des vitesses sont aussi faibles ici que dans la zone à faible vitesse entre les minima. Donc c'est vraiment des variations importantes. Ça, je vous avais montré, donc on peut comparer, c'est ce qu'on voit ici, mais en valeur absolue. Sur ces différentes coupes. Elles ne sont pas parfaites, bien sûr. Ici, on n'a pas une périodicité parfaite, mais rien n'est parfait dans la nature. Et bien sûr, la première chose à laquelle on peut penser, c'est qu'on voit des rouleaux de convection qu'on a appelés, du temps des premiers travaux sur la tectonique, une fois que la tectonique des plaques était acceptée, pour essayer de voir comment marchait la convection dans le manteau. Richter et Parsons avaient proposé ce qu'on a appelé les Richter Rolls, c'est les rouleaux de Richter, où en plus de la convection globale où vous avez du manteau qui monte dans les dorsales et qui redescend dans les zones de subduction, d'un point de vue donc des rouleaux à très grande échelle, on aurait, du fait du mouvement des plaques, les mouvements des plaques elles-mêmes entraîneraient une convection secondaire où les rouleaux auraient un axe au bout d'un certain temps, un axe aligné avec la direction d'ouverture, la direction de la plaque. Et donc, cette convection aurait des dimensions latérales. Une cellule aurait à peu près la même dimension latérale que la profondeur, et donc on pourrait penser à des cellules qui couvriraient par exemple tout le manteau supérieur, donc de 0 à 660 km de profondeur, elles auraient 660 km de large. Donc dans ce qu'on voit, ce n'est pas 660 km, c'est 1000 km. Et donc, si c'est ce genre de structure, il faut voir si on les retrouve jusqu'à 1000 km de profondeur. Le seul problème avec ce modèle, c'est qu'on voit ces structures non seulement dans la plaque pacifique qui est très rapide, mais aussi dans la plaque antarctique qui se déplace très lentement. Or, ce modèle est valable en principe, d'après les calculs et les expériences de laboratoire faites à l'époque, uniquement pour les plaques rapides, où la plaque elle-même entraîne le manteau très rapidement. Alors, il y a une autre interprétation possible, ou disons un autre élément qui pourrait intervenir, c'est que quand on infuse, ça c'est peut-être un peu petit, un fluide de viscosité un peu plus grande dans une zone
de viscosité faible dans une zone de viscosité un peu moins forte, un peu moins faible, un peu plus forte, on observe que le fluide qui est injecté s'éparpille sous la forme d'une espèce de dessin floral avec une certaine périodicité des pétales qui dépend de l'épaisseur de la couche dans laquelle on a injecté et des contrastes de viscosité entre les deux. Et lorsque, par contre, cette couche a une limite supérieure mobile, donc comme une plaque, par exemple, on s'attend à ce qu'il y ait un alignement. Les pétales vont s'aligner aussi bien dans la direction de la plaque que dans la direction opposée, dans la direction de la plaque et dans la direction opposée. Donc, c'est peut-être ça qu'on voit. On a ces colonnes qu'on voit dans le manteau qui apportent de fluide un peu chaud, visqueux, moins visqueux, qui arrive dans la zone à faible vitesse et qui c'est peut-être ce qui se passe dans ce cas-là. Donc voilà deux possibilités et peut-être une combinaison des deux, une combinaison de ce qu'on appelle le fingering en anglais, les doigts qui se forment, et la convection secondaire du type rouleau de Richter. Donc maintenant, allons plus profond. Alors, je remets cette carte qui est donc la carte du modèle CMM2 vu enfin c'est le dessin en quasi 3D vu par le sud avec ses grandes colonnes et ses élongations près de la surface. Et maintenant, ça c'est une vue par le haut. On a coupé à 500 km et on regarde ce qui se passe en dessous, par le dessus. Donc on n'a plus toute la partie très hétérogène du haut et on regarde les colonnes vues du haut et on voit qu'elles se continuent donc et qu'elles sont proches de ces volcans de points chauds. Ça, c'est la projection en surface serait donc proche du volcan, de ces volcans ici Hawaï, ici Samoa. Et donc je vais maintenant vous montrer des cartes, des coupes dans la partie du manteau inférieur qui correspond au modèle du manteau entier. Alors d'abord, ça, ce n'est pas ce modèle-là, c'est un modèle obtenu de manière classique, avec les approximations classiques, donc de fréquence infinie, aussi bien pour les ondes de surface que pour les ondes de volume. Et vous voyez deux coupes ici. Les coupes sont indiquées sur les petites cartes. Celles-ci, donc, et les points verts, ce sont les points chauds. Les coupes, on peut les distinguer d'où est le bout ici mauve correspond à ce point mauve ici, et les points blancs correspondent à ces points blancs. On a représenté la position des volcans de points chauds que la coupe traverse ici. Et donc vous en avez deux ici, deux coupes proches, mais pas tout à fait identiques. Celle-ci passe en dessous du volcan de McDonald et celle-ci passe en dessous du volcan de Pitcairn. On a aussi indiqué deux autres volcans de points chauds, le volcan de Yellowstone, donc ici à l'ouest des États-Unis, qui n'est pas tout à fait dans l'axe, mais qui est proche, et un autre volcan, le Guadalupe, qui est ce volcan ici, qui n'est pas tout à fait dans l'axe non plus. Et vous voyez que dans ce schéma classique, dans ce modèle classique, on a des anomalies plus rapides, plus lentes par rapport à la moyenne, et on distingue quelque chose qui peut-être fait penser à une colonne qui monte depuis la limite noyau-manteau jusque dans le voisinage de ce volcan-là, et la même chose ici. Mais si on est sceptique, on dirait, oui, mais on a du jaune ici, mais on a aussi du jaune ici, un peu de jaune là, alors pourquoi croirait-on à la continuité de ces structures-là plutôt que le reste ? Ici, je montre un autre modèle, celui-ci obtenu avec les temps de parcours des ondes de volume en fréquence finie, mais pas d'ondes de surface, uniquement des temps de parcours des ondes S. C'est le modèle de Princeton des ondes S de 2005. Je vous avais montré les panaches précédemment.
Et vous voyez, dans ce modèle-là, il ne faut pas trop regarder ce qui se passe près de la surface parce qu'ils n'ont pas d'onde de surface, mais il y a une certaine similarité pour ce qui est de ces structures, mais encore une fois, on ne les voit pas très bien en continu, mais on peut dire quand même que ces modèles sont compatibles. Alors, il y a des différences importantes dans les régions plus lentes, plus rapides, c'est-à-dire plus froides, de ces modèles. Et maintenant, on va comparer avec le modèle obtenu par la méthode des éléments spectraux, et maintenant on voit ceci. Donc on confirme en fait que ces structures existent, qu'elles sont continues, et en fait, on voit très bien qu'elles se prolongent depuis la limite noyau-manteau jusque vers 1000 km de profondeur. Là, ce pointillé, c'est 1000 km, ici 660 et ici 400. Donc ça, c'est les deux discontinuités bien connues du manteau. Et ça, c'est à 1000 km, c'est la zone où je vous avais montré qu'on voit les zones de subduction qui s'aplatissent dans certaines régions. Et donc vous voyez ici, et on a l'impression, dans certains cas, que cette colonne se continue plus haut vers le volcan, mais elle est décalée quelque part entre 660 et 1000 km de profondeur. On a disons, la même chose. On voit la même chose ici, mais maintenant beaucoup plus précisément. Ce qu'on voit ici en plus, c'est ces rouleaux, enfin, ces périodicités dans cette coupe-là qui est presque perpendiculaire à la direction absolue de la plaque pacifique. On voit ces alternances lent, rapide, lent, rapide, lent, rapide, lent, rapide, qu'on voit très bien dans certains d'eux se continuer plus profondément. Donc on voit bien qu'elles ne s'arrêtent pas à 300 km de profondeur, mais qu'elles continuent au moins dans certaines des coupes et certains endroits à des profondeurs plus grandes. Donc on voit maintenant ce genre de colonne sous d'autres points chauds du Pacifique. Ici, c'est les mêmes coupes que j'ai montrées avant, mais elles étaient une au-dessus de l'autre et maintenant elles sont l'une à côté de l'autre. Et en dessous, deux autres coupes. Celle-ci, elle prend d'affilée les trois volcans de points chauds, Samoa, Tahiti et Marquise, où vous voyez qu'on commence à distinguer des colonnes séparées. On voit ici aussi les volcans de McDonald et ici le volcan de Pitcairn, apparemment proche de colonnes verticales dans le manteau inférieur qui commencent à la limite noyau-manteau. En Afrique, donc, on voit aussi, enfin sur le continent, l'hémisphère atlantique, on voit la même chose. Ici, on voit une colonne qui monte dans le manteau inférieur jusqu'à 1000 km près du volcan du Cap-Vert. On la perd dans le manteau supérieur. Sans doute, elle se rétrécit, je vous en reparlerai. Ici, on voit Sainte-Hélène et une grosse patate ici sous l'Afrique du Sud. Le volcan des Canaries surplombe aussi une de ces structures avec un déplacement latéral dans le manteau supérieur ou dans le manteau au-dessus de 1000 km de profondeur. Et finalement, en Islande, on la distingue, le panache peut-être un peu moins bien, mais on voit quand même quelque chose qui monte depuis le manteau inférieur. Et la partie supérieure, avec ce décalage autour de 1000 km de profondeur, est confirmée par une étude complètement différente, complètement indépendante, mais aussi qui était une tomographie du manteau supérieur, aussi faite avec les éléments spectraux, qui a donc plus de résolution, c'est une étude régionale, et qui est vraiment tout à fait compatible avec cette image-là, avec un conduit, une colonne sous le volcan d'Islande jusque vers 600 km de profondeur, et ensuite ça se décale vers le sud-est. Ce modèle-là ne continuait pas aux profondeurs plus grandes que 1200 km. Alors je vous montre le mont Hawaï, qui est
assez beau. Alors, bon, il n'est pas encore peut-être complètement résolu et il y a des zones plus fortes et moins fortes qu'il va falloir préciser. Mais on voit bien aussi qu'il se passe quelque chose à 1000 km avec un bras, on dirait, qui part ici en dessous, et aussi comme une déviation qu'on voit ici en 3 dimensions. Quand on arrive vers le volcan, ici c'est un de ses doigts, de ces structures allongées dans le manteau supérieur qui sont de chaque côté avec des variations avec des régions de vitesse plus rapide. Et cette structure a l'air de faire son chemin jusqu'à Hawaï. Alors ici, vous avez 2 coupes dans des directions différentes pour voir. Et dans cette direction-là, on arrive ici, on est assez loin encore, mais on commence à distinguer la colonne, pour ne pas l'appeler Panache, je vais l'appeler Panache, proche de l'île des Carolines. Vous voyez ce truc-là, mais la coupe passe trop loin pour le voir vraiment précisément. Alors, ce qui est étonnant, c'est que quand on examine ce modèle, on voit, ici c'est une carte à 2800 km de profondeur, donc tout à fait à 100 km de la limite noyau-manteau. On voit les grandes structures qu'on avait appelées LLSVP, sous le Pacifique et sous l'Afrique, et les colonnes montantes, ces panaches qu'on voit, dont le départ est à la limite noyau-manteau, on les voit sous ces points qui sont marqués en noir et en gris. La distinction, c'est qu'en noir, on les voit vraiment de manière tout à fait continue dans tout le manteau inférieur. En gris, elle ne s'arrête peut-être pas toujours, elle ne monte pas toujours aussi haut. Donc, peut-être problème de résolution à revoir. Par contre, les volcans de point chaud, ici en vert, tous les autres, ce sont des endroits où on ne voit pas ce genre de colonne très, très, très large. Je vais en parler un peu en détail. Donc, celle qu'on voit semble associée avec les grandes structures LLSVP à la base du manteau, antipodales, LLSV à la base du manteau, tandis que dans la région autour, l'espèce d'anneau de vitesse rapide autour de ces régions-là, on ne voit pas ces structures dans ce modèle, alors que, par exemple, la résolution dans l'hémisphère nord est aussi bonne sous ces volcans-là. Alors, ces structures vous apparaissent peut-être moins continues que dans les modèles classiques, et donc on peut se demander, est-ce que c'est un problème de résolution ou est-ce qu'elles sont vraiment comme ça, coupées, entrecoupées avec... Alors pour ça, on fait des tests de résolution. On peut mettre une grande structure qui va de la limite noyau-manteau jusque très haut dans le manteau et voir ce qu'on récupère par test de résolution. Et on voit qu'on récupère une structure qui a moins d'amplitude, mais qui n'est pas coupée en morceaux. Même si la structure d'entrée n'est pas très élevée, au-dessus de la limite noyau-manteau, ici elle n'a que 1000 km de hauteur, on la retrouve aussi, on perd de l'amplitude, il y a quelques détails, des imperfections, mais elle n'est pas coupée en morceaux. Donc ces structures sont vraiment des structures séparées. Encore un test où, pour tester la non-linéarité, on peut partir, on a fait ici, c'était l'effort d'un de mes collaborateurs qui a passé 8 mois à faire ce test. Il a refait l'inversion, mais complètement non linéaire, avec 3 itérations, en partant d'un modèle de départ différent. C'était le modèle de l'université de Harvard, S362 ANI. Donc vous voyez une coupe ici, c'est un exemple qui traverse au voisinage de l'île de Pitcairn. Et donc ça, c'est le modèle de départ. Le modèle que nous avons obtenu est celui-ci, parti d'un modèle différent de départ, en particulier un modèle indé, donc tout blanc,
dans le manteau supérieur et un modèle très lisse aussi, mais différent dans le manteau inférieur. Et en première itération, à partir de ce modèle-là, on obtient ceci. Deuxième itération, on obtient cela. Et troisième itération, on obtient cela. Donc, les modèles, celui-ci et celui-là, sont partis de deux modèles de départ différents. Et on arrive à des modèles qui ne sont pas identiques. Il y a bien sûr des incertitudes. Mais vous voyez que ces colonnes sont là et elles sont bien compatibles dans les deux modèles obtenus. Alors depuis, ce modèle-là a été publié il y a déjà 4 ans. Depuis, les études qui utilisent la méthode des adjoints nous ont rattrapés. Ils ont pu construire un modèle qui est donc basé uniquement par la méthode des éléments spectraux, à l'aller et au retour, c'est-à-dire pour la partie directe et la partie inverse. Et je m'excuse pour cette carte pas mal résolue, mais en fait ce modèle est actuellement pas complètement, enfin la publication n'est pas encore complètement sortie, et donc c'est la seule image que je peux montrer. Mais c'est pour vous montrer que sur ces deux coupes ici, donc dans l'Atlantique Sud et ici dans l'Atlantique Nord, ils obtiennent de nouveau des structures tout à fait compatibles avec notre modèle. Ça, c'est notre modèle à nous. Ça, c'est le modèle complètement obtenu par l'inversion de méthode des adjoints. On voit bien l'espèce de colonne sous le Cap-Vert. L'Islande aussi. Et vous voyez, c'est moins forte. C'est intéressant de voir qu'il trouve aussi cette colonne ici dans le manteau inférieur avec ce bras vers le sud-est et une déflexion vers le point chaud de l'Islande. Alors, donc, de mon point de vue, on est vraiment assuré maintenant qu'on a ces espèces de colonnes qui sont des panaches au voisinage d'un certain nombre de points chauds importants dans le monde. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir leurs caractéristiques. D'abord, elles sont très larges. Leur diamètre fait de l'ordre de 1000 km de diamètre en général. Parfois, on voit même des structures plus grosses, mais peut-être elles sont mal résolues. Et ça, ce n'est pas le panache classique auquel on s'attendrait dans le cas d'une convection purement thermique avec les paramètres géodynamiques du manteau terrestre. On s'attendait à des colonnes de 200 km d'épaisseur ou plus. On ne les verrait pas si elles étaient d'aussi faible diamètre. Et là, je montre un test où on a mis en entrée une colonne donc, de diamètre 400 km même, 400 km, de vitesse, d'anomalie de vitesse de moins 2% par rapport à la moyenne, donc à peu près située à l'endroit où on aurait Hawaï. Et quand on la fait passer par la partie inverse de notre tomographie, ce qui ressort, c'est une anomalie plus large avec une réduction. Enfin, on a perdu de l'amplitude, 4 fois moins. Ça, c'est le problème de la résolution. Donc, en raisonnant de manière indirecte, si on avait des panaches ici de 400 km d'épaisseur, de diamètre, et qu'on voit des anomalies de 2%, comme on les voit, nous, dans nos cartes, ça veut dire que, au départ, l'anomalie véritable de vitesse serait de 4 fois plus, donc de l'ordre de 8%. Or, expliquer 8% d'anomalies de vitesse dans le manteau profond par des anomalies thermiques, c'est vraiment très difficile parce qu'on a quand même quelques notions sur les différences de température possibles. On aurait des panaches qui auraient, disons, de l'ordre de 1500 degrés de température, de contraste de température avec la partie externe. Donc, c'est vraiment, ce ne sont pas des panaches purement thermiques. Dans là, bon, d'autres images, pareil. On voit, suivant qu'on met des panaches tout
sur toute la Terre entière ou sûrement sur un domaine de profondeur, suivant leur épaisseur, suivant leur diamètre, ici 1000 km de diamètre, ici 600, on récupère bien la continuité, on perd de l'amplitude assez fortement. Donc, panache non thermique, non purement thermique. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Donc, il y a des expériences ici numériques où on a comparé la forme de panache dans le cas purement thermique ou presque purement thermique. Où, en fait, dans ce modèle-là, ils ont mis, bon, c'est un calcul dans un modèle à symétrie axiale, hein, donc un panache, c'est une coupe dans un modèle de symétrie axiale, c'est pas exactement la Terre, mais disons ça donne une idée. Ils ont mis une couche de densité plus grande à la base de leur manteau, ici, une couche mais très faible épaisseur et seulement 25 kg par mètre cube de contraste de densité. Et vous voyez des panaches un peu classiques avec une colonne étroite et une grosse tête. Et ce qui est en blanc, ça montre l'entraînement de la partie dense dans cette colonne. Par contre, ici, ils ont un modèle qui ressemble déjà plus à ce qu'on semble voir dans la Terre actuellement, avec la résolution actuelle. Ici, on a mis une couche de 150 km d'épaisseur à la base du manteau, avec une densité plus forte que la moyenne de 40 kg par mètre cube, donc presque 2 fois plus ici, et bien plus épaisse. Et là, ce sont des panaches thermochimiques. On voit la température ici à droite et la composition à gauche. Hein, tout ce qui est blanc, c'est la composition distincte qui provient de la couche. Et donc, ça, c'est en fonction du temps, hein, bien sûr. Quand on fait le calcul, le panache monte. Et on voit qu'il a des régions où le panache est très épais et d'autres régions où il s'affine au cours de sa montée. Il y a d'autres expériences avec d'autres hypothèses. Enfin, ici, c'est le cas où on suppose que c'est la croûte océanique qui est donc récupérée à la limite noyau-manteau et qui est entraînée dans les panaches. Et quand on fait ça, on trouve des espèces de dômes, mais aussi de formes, disons pas, d'abord très épais, de grand diamètre, et de formes qui changent avec le temps et qui donc a des ventres et des nœuds en profondeur. Donc quelque chose de ce style-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ces panaches sont quasi verticaux depuis la limite noyau-manteau jusqu'à environ 1000 km. On voit qu'ils sont positionnés verticalement. Et donc, bon, là, c'est la limite à 1000 km. Et donc, le manteau inférieur ne les perturbe pas. S'il y avait une circulation vigoureuse dans le manteau inférieur, on verrait des panaches inclinés parce qu'ils seraient entraînés par cette circulation vigoureuse. Or, ils montent verticalement, ce qui veut dire que le manteau inférieur est très visqueux et, disons, plus ou moins immobile. Bon, ce changement, par contre, à 1000 km de profondeur, ce décalage, on le voit bien aussi dans les modèles régionaux. Ça, c'est le même modèle que je vous ai montré tout à l'heure dans l'Atlantique Nord, autour de l'Islande, où on voit bien sur ces coupes cette déflexion autour de 1000 km de la zone. On peut la suivre vraiment très directement, au moins dans certaines coupes, vers le volcan qui se trouve à peu près ici, juste au-dessus. Alors, cette déflexion, ça fait penser à une limite de viscosité donc entre le manteau inférieur, entre les 1000 premiers kilomètres et les 2000 derniers kilomètres du manteau. Ici, c'est une simulation numérique en 2D avec une couche dense à la base. Bon, ce qui montrait, c'est la température, mais il y a un contraste de viscosité ici à 660 km de profondeur parce que c'est la profondeur à laquelle c'est plus naturel de mettre
une discontinuité de viscosité. Mais vous voyez que quand le panache, bon, d'abord il est épais parce que c'est un panache thermochimique, et puis au cours du temps, il va se défléchir et se rétrécir dans la partie où la viscosité est plus faible. La viscosité ambiante est plus faible. Voilà. Donc ça nous fait penser bien sûr à ces coupes que je vous ai montrées il y a déjà plusieurs cours, plusieurs semaines, où vous voyez certaines des zones de subduction s'étaler à 1000 km de profondeur. Alors, une autre observation, c'est que ces panaches sont ancrés à la limite noyau-manteau dans des zones de très faible vitesse. On voit le rouge ici est très foncé, ce qui veut dire qu'on a des anomalies de vitesse beaucoup plus grandes que dans le reste de cette colonne. Et on le voit systématiquement dans tous ces panaches. Et alors, une autre observation intéressante, c'est que dans certains de ces régions, en fait, on trouve, mais pas par tomographie, mais plutôt par modélisation directe, c'est-à-dire qu'on modélise la propagation des ondes dans de nombreux modèles, qu'on les compare avec les observations, on trouve que à l'intérieur de ces zones, il y a ce qu'on appelle des zones à vitesse ultra lente, les Ultra Low Velocity Zones en anglais, ULVZ. Ce sont des zones qui ont été détectées par des observations directes, mais qui ont des propriétés extrêmes. Elles s'étendent uniquement très peu au-dessus de la limite noyau-manteau, 15 à 40 km d'épaisseur verticale, mais les réductions de vitesse de cisaillement sont énormes, 20 à 30%, qui est énorme par rapport aux quelques pourcents qu'on voit dans le reste du manteau par tomographie. Il y a aussi une réduction de vitesse de P considérable de 10% associée. La réduction de vitesse de P est toujours plus petite que celle des vitesses de V. Et certaines études semblent montrer qu'elles sont aussi associées avec une augmentation de la densité, pouvant aller jusqu'à 10%. Et on les a observées dans les régions rouges indiquées ici, mais bon, c'est déjà une étude assez ancienne. On ne les a pas observées là où il y a du bleu. Et je crois que j'avais rajouté les dernières que je vais vous montrer un peu plus précisément, sous Hawaï, sous Samoa et sous l'Islande. Alors, donc c'est pour terminer la première partie de ce cours, j'ai presque fini. Je vais vous montrer l'effet de ces zones de vitesse ultra lente sur les ondes sismiques. Ici, on va montrer des formes d'ondes diffractées en fonction de l'azimut. Donc, c'est des trajets entre le sud-ouest Pacifique et l'Amérique du Nord, où il y a eu beaucoup de stations dues au réseau temporaire US-Array. Ça, c'est le trajet de ces ondes. En vert, la partie qui est directement à la limite noyau-manteau, donc c'est les ondes diffractées à la limite noyau-manteau. En noir, les zones où ces ondes plongent à travers le manteau. Et vous voyez, ici, c'est des données donc assez courtes périodes, c'est des périodes qui ne sont pas encore accessibles tout à fait bien par la tomographie. Mais on voit dans les observations qu'on voit quelque chose d'assez extraordinaire. On voit une diminution des amplitudes des ondes diffractées principales en fonction d'azimut, donc quand on va du nord vers le sud. Et on voit apparaître dans les azimuts du sud, dans les directions du sud, une autre onde plus loin, à 40 secondes plus tard, donc considérablement plus loin en temps, par rapport à cette onde-là. Si on veut calculer la prédiction dans un modèle tomographique, même le meilleur qu'on ait aujourd'hui, on voit rien. On voit juste peut-être un petit décalage de quelques secondes quand on passe des régions de vitesse rapide aux régions de vitesse lente. Donc on ne peut pas expliquer ça simplement par un modèle tomographique. Et en fait, on est obligé d'introduire une zone à vitesse extrêmement lente qui, en fait, ici, les paramètres, plus ou moins 25 km de hauteur, 800 km de diamètre,
et une réduction de vitesse en onde S de 20%. En fait, cette structure joue le rôle de lentille pour les ondes, et c'est pour ça qu'on voit ce système. En fait, ici, c'est comme une hyperbole, c'est un bout d'hyperbole qu'on voit. Je vais vous montrer une hyperbole dans le cas de l'Islande, plus complète. On n'a pas malheureusement de données à des azimuts plus... Parce que là, on retombe dans l'océan, donc il faudrait des stations fond de mer pour voir le reste de cette structure. Et bon, ça c'est simplement la comparaison du modèle tomographique, du modèle final avec la zone très lente, avec la lentille, et les données. Donc ça n'explique pas parfaitement, mais ça explique au premier ordre vraiment bien les observations principales dans ces données. Alors ça, c'était sous Hawaï, et à l'époque, on n'avait pas encore le modèle tomographique, donc il était difficile de faire, ou il aurait fallu spéculer que cette zone, cette lentille était juste, correspondait au volcan, était associée avec le volcan de Hawaï. Mais après, avec le modèle tomographique, on a pu voir qu'elle se trouvait juste à la base de ce panache. Alors ici, vous avez, dans cette coupe-là, on voit aussi le panache de Samoa, le gros panache, en fait, soit il est très gros, soit il est encore mal résolu. Et il y a une autre étude qui a été faite aussi, mais des méthodes différentes avec d'autres ondes, qui a proposé qu'il existait une zone de vitesse ultra ralentie sous cette région-là de Samoa, donc quelque chose de similaire. Alors dans cette étude-là, on avait supposé que la zone était de forme cylindrique. C'est une simplification, il n'y avait aucune raison dans les données, on n'avait pas assez de données pour vraiment déterminer, elle aurait pu être elliptique ou avoir une forme plus complexe, mais au premier ordre, le cylindre convenait bien, donc une structure à symétrie axiale. Mais on a pu avoir des données en Islande, sous l'Islande, où on a une meilleure couverture par les ondes diffractées. Donc ça, c'est des trajets d'ondes diffractées de plusieurs séismes. Il y en a en tout, je crois, 7, qui échantillonnent la base du manteau sous l'Islande dans différentes directions. Et vous voyez que là, on a, je vais vous donner un exemple, on voit quelque chose de similaire. Donc ici, les données. Alors là, la couleur montre l'azimut, bleu. Donc là, on part en bas, c'est le sud, en rouge, c'est le nord. Là, c'est la position approximative de la structure qu'on va vouloir mettre pour expliquer ces données. Mais vous voyez dans ces données aussi quelque chose d'extraordinaire, les amplitudes qui diminuent, et ces ondes, on voit plusieurs choses. Donc on voit les amplitudes qui diminuent autour des azimuts de moins 30 degrés s'ils passent en plein sous cette structure, et une onde qui arrive plus tard, ici de l'ordre de 25 secondes plus tard, 25 à 30 secondes plus tard. Mais vous voyez autre chose aussi, on voit des espèces de vagues ici, qu'on pourrait penser que c'est le bruit. Mais en fait, je vais vous montrer, dans un modèle tomographique, comme notre modèle d'il y a quelques années, obtenu avec la méthode des éléments spectraux, on ne trouve pas du tout cette structure. Par contre, quand on introduit une structure cylindrique, du même type que celle sous Hawaï, avec quelques... elle est un peu moins haute, elle a à peu près le même diamètre, une réduction de vitesse de 25%, toujours des ondes S, les vitesses des ondes S. On explique à la fois cette structure-là, mais aussi ces vaguelettes. Et en fait, ces vaguelettes, ça c'est pour différents azimuts, donc pareil, on a les données, le modèle tomographique qui n'explique pas bien, et le modèle 3D, donc le modèle avec l'Ultra Low Velocity Zone au milieu, qui explique une grande partie des observations du modèle. Alors, on observe, voilà, on arrive à expliquer ça, et
quand on fait une espèce de petit exercice mathématique, on fait tourner un des événements qui venait du sud, on le fait tourner, bon, ici par exemple, on fait tourner cet événement-là, on le met dans la position, dans une autre position pour essayer d'augmenter la zone d'azimut qu'on échantillonne, ce qui est un exercice valable si la structure est à symétrie cylindrique. On voit qu'on récupère l'hyperbole de diffraction, de diffusion plutôt, derrière l'angle principal. Alors ça, c'est les données, et ça, c'est le modèle 3D avec l'ULVZ. Donc, on a pu en conclure que la structure, en fait, était assez symétrique. Ce qui nous a fait penser que pour expliquer de manière physique l'existence de ces vitesses extrêmement faibles, on a deux hypothèses qui ont été avancées. L'une, c'est la fusion partielle, et l'autre, la présence de fer à l'état solide, parce que la présence de fer diminue les vitesses, peut diminuer les vitesses considérablement. Mais il nous avait semblé que c'était sans doute plus facile d'expliquer une structure à symétrie axiale par la présence de fusion partielle qui pourrait correspondre au fait qu'à l'intérieur du panache, vous avez une zone beaucoup plus chaude au centre, et donc les limites de l'ultra-low velocity zone, ce seraient les limites au-delà desquelles on n'a plus de fusion partielle, et elles seraient plus ou moins symétriques. Mais bon, ça c'est une interprétation qui, bien sûr, doit être vérifiée. Et donc maintenant, il s'agit de savoir si tous les panaches ont ces zones de très faible vitesse à leur base dans le manteau inférieur, ce qui sera très difficile à vérifier à cause de l'illumination, disons, imparfaite qu'on a. Il faut installer des stations en fond de mer. Mais ça nous a amené à proposer une espèce de schéma comme ça, donc avec des rouleaux de convection secondaire dans le manteau supérieur, une convection plus vigoureuse, un manteau... bon, les géodynamiciens n'aiment pas le terme stagnant, mais donc un manteau très visqueux qui ne bouge pas beaucoup, en dehors des zones où les plaques plongent lentement verticalement et où les panaches montent aussi verticalement, avec des zones, des ultra-low velocity zones, des zones à très faible vitesse sous les panaches, et qui pourraient avoir des tailles différentes suivant la taille des panaches. Et donc les panaches seraient ensuite entraînés ou défléchis par la convection dans le manteau supérieur vers les points chauds. Donc, alors je ne sais plus si j'ai peut-être montré cette image dans mon premier cours. On fait beaucoup de dessins pour fixer les idées sur ce qu'on imagine qui se passe dans le manteau terrestre. Et différents modèles ont été proposés pour les LLSVP, les dômes, des piles de matériaux de composition différentes, soit stables, soit métastables, et puis des collections de panaches. Et on a l'impression, avec la résolution qui augmente de plus en plus, que c'est le modèle le plus approprié, et plutôt une collection de panaches, et que ces autres modèles sont peut-être à revoir. Mais je vais vous laisser, et je vais faire une pause de 3 minutes. Ceci conclut l'imagerie dans le manteau profond. Voilà, donc quelques minutes d'arrêt pendant que je change ma présentation. Et je vais après parler de la structure de la croûte un peu et des méthodes de tomographie par bruit sismique. Alors, on va parler de la croûte déjà. Je vais vous parler un tout petit peu de la croûte. Donc, dans le contexte de ce cours, pourquoi la croûte est importante? Bon, d'une part, bien sûr, elle est le témoin de l'évolution de la Terre au cours de milliards d'années. Justement, on parlait de milliards d'années. Ici, vous avez l'âge du socle de la croûte continentale, seulement la croûte continentale, qui commence ici à plus de 3 milliards d'années en rouge, et donc ensuite dans les régions
actives tectoniquement, c'est beaucoup plus jeune. Mais vous avez, donc, vous voyez ici les socles du bouclier canadien, le bouclier scandinave, la Sibérie, les boucliers en Afrique, l'Inde, l'Australie, etc. Ils sont très anciens. Et bien sûr, c'est important aussi, la croûte, c'est la région la plus superficielle de la Terre. Elle va influencer l'ensemble de la croûte et de lithosphère, donc des plaques, tout ensemble influencent la façon dont la chaleur se dégage de l'intérieur de la Terre. Et donc, c'est des informations importantes pour comprendre la convection dans le manteau. Et pour nous, pour ce qui est de la tomographie et des images, la structure est fortement hétérogène, comme on va voir, et elle influence la propagation des ondes sismiques. Donc, quand on veut connaître la structure plus profonde, le manteau, même le noyau, la graine, il faut déjà savoir corriger de l'effet des croûtes. Alors, la croûte a été étudiée depuis longtemps, depuis le début des études sismiques, dès qu'on a eu des enregistrements interprétables. Et le personnage important à ce propos-là, c'est Moholy-Csics, qui a découvert la discontinuité qui porte son nom, le Moho, qui est la limite entre la croûte et le manteau. Et il avait des enregistrements très proches dans la ville de Zagreb. Il y a eu un tremblement de terre en 1909, proche de la ville, de quelques dizaines de kilomètres. Et il a observé, donc ça c'est l'image qu'on connaît, enfin lui il a déduit de ses observations, mais quand on a deux couches avec des vitesses, ici c'est des vitesses d'onde P, alpha 1, et en profondeur une couche de vitesse plus grande, qu'on a une source et une station, à pas trop grande distance, on va voir plusieurs ondes. On va voir une onde directe qui va se propager dans le milieu de vitesse alpha 1. On va voir une onde réfléchie qui va arriver plus tard, réfléchie sur la discontinuité entre les deux couches. Et puis on va voir une onde qui va se propager pendant un certain temps, qui va se réfracter dans le milieu en dessous, et donc qui va voyager, enfin, va se propager à une vitesse plus grande pendant une partie de son chemin. Et lui, il a observé justement deux ondes. Il a observé deux ondes, et une onde qui arrivait plus tôt que l'onde directe qu'il pouvait calculer, connaissant à peu près la vitesse dans les couches superficielles de son milieu. Et en fait, quand on regarde en fonction du temps et de la distance, on voit donc des courbes de temps-distance. On voit l'onde directe, donc l'onde directe qui se propage avec la vitesse alpha 1, donc la pente de la droite du temps en fonction de distance va être 1 sur alpha 1. L'onde réfractée, à partir d'une certaine distance, va arriver la première, parce qu'elle aura été plus vite dans le milieu en dessous. Et puis l'onde réfléchie, on la voit, elle arrive plus tard, et asymptotiquement, elle va rejoindre à très grande distance l'onde directe. Et donc c'est ce qu'il avait observé, il se situait sans doute quelque part ici, dans cette zone-là, et il en a déduit en fait qu'il y avait une discontinuité dont il avait mesuré à peu près la profondeur, qui donc depuis a été observée partout et qui est la limite croûte-manteau qu'on appelle le Moho. Donc on sait maintenant que c'est une discontinuité globale à une profondeur qui varie énormément. Et ça, c'est un problème quand on fait la propagation des ondes, parce qu'on ne peut pas considérer qu'on a une simple perturbation de quelques pourcents entre diverses régions. Ça peut varier de 7 à 70 km. En moyenne, elle est de 10 km, autour de 10 km dans les océans et autour de 30 à 40 km sous les continents. Mais il y a de grandes variations. Donc ici, c'est simplement un schéma pour montrer la différence entre la croûte continentale, ici, et la croûte océanique, différence de profondeur, en plus avec des couches en plus ici. Donc les compositions sont différentes. La croûte océanique
formée de basalte surtout, et plus dense que la croûte continentale, formée plutôt de granit. Et donc, le Moho, c'est une limite globale, une limite de composition, où au-dessus on a des roches siliceuses qui deviennent des roches ultramafiques dans le manteau, donc plus riches en magnésium et en fer dans le manteau. Et on a ce contraste énorme, une vitesse des ondes P qui augmente de 6,57 à 7,6 km par seconde à cette discontinuité. Donc une discontinuité vraiment visible dans les enregistrements. Alors, bien sûr, ça c'était au début du XXe siècle, de plus en plus de données, techniques développées de réfraction et de réflexion sismique ont permis d'avoir, donc, à l'aide de sources artificielles qui donnaient accès à des fréquences élevées et donc des résolutions très fines, latérales, donne une image de la croûte qui est très hétérogène latéralement et verticalement. Donc, en général, on distingue non seulement le Moho, mais aussi plusieurs couches dans la croûte, soit 2, soit 3, en général 3, couches superficielles, moyennes et inférieures, avec des propriétés différentes, sismiques différentes et correspondant à des compositions différentes. Et on les distingue avec les différentes ondes réfléchies et réfractées dans ces différentes couches. Donc ici, un exemple où on envoie des ondes sismiques artificiellement et on les observe à des réseaux avec un réseau de stations espacé assez finement. Donc oui, discontinuité. Et on peut revenir à la première carte globale du Moho. Donc, à l'échelle du globe a été développée en 1982 par Soler, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Là, c'est juste un exemple d'enregistrement, de section sismique. Donc, en fonction du temps, on aligne. Donc, la source est à 0 et les différentes stations sont à des différentes distances. Ici, vous voyez un profil de 300 km vers la gauche et 100 km vers la droite. Ça, c'est pour les ondes S, et ça, c'est pour les ondes P, donc composante verticale, composante horizontale. Et on voit les ondes différentes avec l'onde directe SG d'abord, les ondes réfléchies S1S, S2S sur les discontinuités à l'intérieur de la croûte intermédiaire, et l'onde SMS qui est l'onde réfléchie sur le Moho. Et ça, c'est une onde qui se propage dans le manteau supérieur. Voilà, et la même chose pour les ondes P. Donc, en mesurant leur temps de parcours et en les identifiant, on peut construire ces modèles de croûte. Et donc ça, ici, c'est un modèle, un exemple simplement que j'ai tiré d'un article de revue pour montrer, encore une fois, le très grand contraste de vitesse entre la croûte et le manteau, les variations latérales d'épaisseur dans cette région qui est à la limite nord du plateau du Tibet. Vous savez que dans le Tibet, c'est là qu'il y a la croûte est la plus épaisse. Elle peut atteindre, dans certaines parties du Tibet, jusqu'à 70 km d'épaisseur, alors qu'en moyenne, dans les continents, c'est plutôt 30 à 40 ou 50 même. Et vous voyez les couches différentes, avec une croûte qui varie ici entre 40 et 60 km de profondeur. Donc même dans cette région-là, on ne pourrait pas considérer que ça, c'est une perturbation. Là, c'est 30%, oui, 40-60, c'est 30% de variabilité, au moins juste sur une distance de moins de 1500 km. Alors, l'imagerie de la croûte. Donc, le premier carte globale solaire, tal, modèle. Après, il y a eu un modèle intéressant qui nous a permis de faire des corrections de croûte assez bonnes. Et plus récemment, donc, s'ajoutent à ces données d'expérience de réfraction et de réflexion les techniques basées sur les fonctions récepteurs dont je vous ai parlé un peu, où on considère l'onde directe et l'onde réfractée et convertie entre la... attendez, parce que là... et l'onde réfractée
est convertie, par exemple, d'onde P en onde S ou d'onde P en onde S, c'est ici ce qui est montré ici, ce qui permet, en comparant les temps d'arrivée de ces diverses ondes, de déterminer l'épaisseur de la couche superficielle et des vitesses dans cette couche. Mais c'est possible uniquement dans les régions où il y a une station, donc en général uniquement dans les continents et sur certaines îles, ou quand on a des expériences de bonne qualité en fond de mer, dans certains points des mers. Et enfin, récemment, la technique basée sur l'analyse du bruit sismique dont je vais parler un peu plus. Alors ça, c'est simplement pour vous donner une idée de la distribution des mesures de profil de la croûte dans le monde depuis 1920 jusqu'à il y a 10 ans. Et vous voyez qu'il y a bien sûr beaucoup plus de mesures sur les continents et sur les plateaux continentaux aussi, autour des continents, et des mesures moins fréquentes sous les océans, mais la croûte est beaucoup plus uniforme sous les océans, donc c'est moins grave. Par contre, vous voyez, il y a des trous dans le nord, la Sibérie et l'Afrique. Il y a des trous énormes. L'Antarctique aussi. Mais en rassemblant des données différentes de toutes ces expériences et aussi en ajoutant les données d'ondes de surface, on a pu construire des modèles de croûte de plus en plus précis. Ici, c'est le modèle, ce n'est pas le premier, il y en avait un qui s'appelait 5.1, qui était donné tous les 5 degrés, donc tous les environ 500 km de carré de 500 km. Et ça montre l'épaisseur de la croûte, tous les deux sur cette carte, de montrer tous les 2 degrés. Et vous voyez donc l'épaisseur de la croûte océanique, plus ou moins uniforme, de l'ordre de 10 km, un peu moins aussi dans certaines régions. La croûte continentale plus épaisse, en moyenne 30 à 45 km, et ces 2 régions donc du Tibet qui ressort énormément, et l'altiplano en Amérique du Sud qui atteignent des épaisseurs énormes. Alors, ce modèle, il a pris en compte les données existantes donc, de réfraction, de réflexion sur les profils qui ont été faits, mais dans les régions où il n'y avait pas de données, ils ont extrapolé. Et comment ils ont extrapolé ? Ils ont extrapolé sur la base d'une régionalisation tectonique, sur la base de la nature des régions. Donc, par exemple, les boucliers africains, on leur a donné des propriétés élastiques similaires aux boucliers nord-américains où on a plus de mesures directes. Ce modèle, bon, c'est des détails, il n'y a que 8 couches, une couche de glace, une couche parfois dans certaines régions, bien sûr, pas partout, de l'eau quand il en faut, des sédiments mous, des sédiments durs, 3 couches cristallines dans la croûte et une couche dans le manteau juste sous la croûte, dans le manteau supérieur. Et on y associe une carte de bathymétrie et topographie qui s'appelle ETOPO1, une carte globale établie déjà depuis pas mal de temps. Mais j'insiste sur le fait qu'il y a cette régionalisation tectonique qui est donc une hypothèse que ça peut marcher. Et donc voilà, donc on a établi des types de croûtes pour créer cette carte. Ça, c'est la dernière. Maintenant, on en est à crust 1.0, donc tous les 1 degré, avec des données plus fines. Ça, c'était le modèle crust 5.1. Et ça vous donne simplement les types de croûtes en fonction des régions tectoniques. Donc, par exemple, si on prend l'exemple des boucliers africains, vous voyez qu'on assigne un type de croûte aux parties des boucliers africains qui sont similaires à celles du bouclier canadien ou du bouclier scandinave. Des extrapolations de ces types-là. Donc, ce n'est pas tout à fait parfait.
Bon, on y associe plein d'informations sur l'épaisseur des sédiments, par exemple ici, dans certaines régions, comme ici le golfe du Mexique, il y a des épaisseurs de sédiments de plus de l'ordre de 15 km, la profondeur d'une eau, d'accord, et les profondeurs. Et là, ici, voilà, j'ai montré ces deux cartes pour montrer la comparaison entre celles qui ont été mesurées, hein, les profondeurs du manteau mesurées, et celles qui ont été extrapolées. Hein. Donc, vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'extrapolation. Donc, bon, les âges, ça, je vous ai déjà montré cette carte, je vais passer vite. Mais donc après, comment on vérifie que ce modèle est correct? On va prendre des ondes de surface, on va calculer les vitesses de groupe, hein, globalement, et on va, dans le modèle de croûte, avec son modèle de manteau supérieur, mais pas très parfait du point de vue du manteau supérieur, et on va comparer avec celles qui sont observées, ici montrées à 40 millihertz, c'est-à-dire 25 secondes de période. Donc, vous voyez que bon, ça colle quand même pas mal, mais il y a quand même ça, c'est les différences entre calculé et observé. Il y a beaucoup de différences dans les zones de subduction, mais ça, c'est normal parce que dans les zones de subduction, la structure est complexe et le modèle n'a pas été forcément développé pour regarder ce genre de détails. Mais donc on a ce genre de modèle, mais il n'est pas vraiment encore tout à fait satisfaisant quand on veut faire propager des ondes par la méthode des éléments spectraux et espérer que les effets de croûte sont bien, disons, restitués. Alors, nous passons donc à cette méthode nouvelle qui est très prometteuse, c'est l'interférométrie sismique. Alors, les séismes produisent des ondes sismiques, c'est l'outil principal qu'on utilise en sismologie globale, mais ils se produisent dans des régions très particulières, les limites des plaques. Ils ne nous donnent pas un échantillonnage uniforme. Alors, j'en ai déjà beaucoup parlé, j'ai parlé de cette possibilité de lancer des bouées dans les océans pour tout couvrir avec des ondes P. Beaucoup d'idées de ce type-là, mais malgré tout, la réalité actuelle, c'est que avec les séismes, on a du mal à avoir une. Et puis bien sûr, si on prend des formes d'ondes complètes, on a toutes les ondes réfléchies, réfractées, etc., qu'on peut exploiter, et donc ça arrange les choses. Mais pour la croûte, par contre, c'est pas forcément faisable. Alors, l'idée, c'était d'exploiter le fait qu'il y a des sources de bruit sismique qui ne sont pas liées au séisme en permanence. Il y a ce qu'on appelle, bon, ça c'est un spectre de bruit, donc c'est en fonction de la période, c'est pas très clair, mais la puissance, enfin c'est donc le carré des amplitudes de bruit sismique en décibels, ici mondialement. Donc la période ici, on est à 10 secondes, ici en 1 seconde. Hein, entre 1 et seconde, il y a un pic de bruit qui s'appelle le bruit microsismique. En fait, s'étale jusqu'à 20-30 secondes. Hein, ça fait partie du bruit microsismique. En fait, ce bruit microsismique, il est très fort et son origine est dans les océans. C'est les vagues qui qui interagissent avec le sol à l'arrivée sur les plages. Il y a deux types d'événements microsismiques. Ici, un autour de 7 secondes de période et un autour de 15 secondes de période. Celui-ci est appelé le pic à double fréquence, parce que 7 secondes, c'est la moitié de 15 secondes. Ça, c'est la période des vagues engendrées par le vent. Hein, c'est la période moyenne, c'est de l'ordre de 10 à 15 secondes. Et ça, c'est le double de leur fréquence, hein, la moitié de la période. Et on sait bien expliquer maintenant l'origine, depuis longtemps déjà, depuis les années 50, l'origine de ce bruit microsismique. Mais il est important. Alors, ça, c'est dans ce domaine de période. Ici, vous avez en pointillé ce qui a été mesuré dans les stations les moins bruitées du monde.
et celle, disons, le bruit sismique maximal. Hein. Et ça, c'est un exemple d'une bonne station en large bande au Nouveau-Mexique, à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Donc ce bruit, alors il varie bien sûr avec le temps, et là vous avez sur une période de un peu plus de 6 mois la variabilité de ce bruit sismique dans une station, je ne sais même pas où elle est celle-là, mais peu importe, qui vous donne une idée. Alors donc il y a le bruit microsismique d'une part, et on sait qu'il provient des océans. Ici c'est une étude qui a localisé, qui a pointé d'où venait ce bruit microsismique en fonction de la saison, ici en hiver, donc sur les 6 mois d'hiver, donc de octobre à mars, et sur les 6 mois d'été. Donc ici vous avez en hiver les sources provenant surtout des océans du Nord, Atlantique et Pacifique, et en été, ça provient surtout de l'hémisphère sud, hein, où vous avez l'hiver pendant l'été dans notre hémisphère. Et ça, c'est en comparaison avec la hauteur des vagues qui sont mesurées par satellite. Et vous voyez qu'en hiver, l'hiver de l'hémisphère nord, vous avez beaucoup plus de bruit dans l'hémisphère nord qu'en été. Vous avez toujours du bruit dans l'hémisphère sud, hein, c'est cette région où les vents tournent incessamment autour de 40 degrés de latitude sud, et bien connue. Et les vagues ont des hauteurs plus grandes pendant l'hiver de l'hémisphère sud. Voilà. Mais il y a aussi, à plus longue période, ce qu'on appelle le bourdonnement de la Terre. Là, on est maintenant, ici, le bruit microsismique, bon, maintenant c'est en fréquence, je n'ai pas trouvé de carte même. Donc là, le bruit microsismique, il est là, hein, il est entre 1 et 10 secondes. Et ici, on est en millihertz, donc on est à 100 secondes, autour de quelques centaines de secondes. On a un peu de bruit, mais on a une espèce de bombement qu'on a pu montrer qu'il était venait aussi des océans. Et pareil, mais par des processus non linéaires. Pareil, les sources sont dans l'hémisphère nord pendant l'hiver de l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud pendant l'hiver de l'hémisphère sud, principalement. On compare à la hauteur des vagues, ça c'est une carte similaire à celle que j'ai montrée précédemment. Donc voilà, ces sources de bruit sismique leur localisation n'est pas faite parfaitement, elles se produisent tout le temps, et elles sont variables en temps et en localisation en temps, mais c'est une source d'ondes sismiques permanentes, et en première approximation, on peut supposer qu'elles sont distribuées de manière aléatoire dans le temps et dans l'espace. Bon, ce n'est pas vrai, comme vous l'avez vu déjà dans ces cartes, mais disons, on peut faire cette supposition. Alors, ça a donné une idée qui a été déjà promulguée dans les années 50, en particulier par un sismologue japonais installé aux États-Unis qui est Aki, puis par John Claerbout à l'université de Stanford, mais qui a enfin été exploité pour la première fois en sismologie dans cette étude. C'est une série d'études, mais l'étude qui nous intéresse, c'est celle-ci de Shapiro et Campillo, qui ont montré très clairement et convaincu la communauté que si on prend les enregistrements sismiques de bruit, donc en dehors d'époques de fort séisme, et qu'on fait la cross-corrélation des enregistrements à une station et à l'autre station, alors je vais vous montrer ça un plus de détails si j'ai le temps, on cross-corrèle ces enregistrements, on arrive, la série temporelle de la cross-corrélation fait apparaître les ondes de surface. Donc ici, c'est ce qui est démontré. Vous avez ici, dans différents filtrages à différentes bandes de fréquences, de plus longues périodes aux plus courtes périodes,
la cross-corrélation, donc le temps zéro de la cross-corrélation, et vous voyez apparaître cette énergie qui, si on regarde en fonction de la fréquence ou de la période, suit bien la courbe de dispersion à laquelle on s'attend pour les ondes de surface. Ici, c'est des ondes de Rayleigh, qui auraient eu leur source dans une des stations et qui auraient été observées dans l'autre station. C'est donc, faire la cross-corrélation des données de bruit dans ces deux stations revient à trouver ce qu'on appelle la fonction de Green, c'est-à-dire l'effet de la propagation des ondes entre les deux stations, en supposant que l'une des stations est la source et l'autre est la station d'observation. Alors, bon, ici, c'est pour prouver encore mieux ce qu'ils trouvaient. Ils montrent dans plusieurs autres stations. Donc ça, c'était le trajet qu'on voyait dans la carte d'avant, mais maintenant, donc ça, c'est les corrélations. Ça, c'est une carte qui montre une espèce de diagramme d'énergie qui montre la vitesse de groupe en fonction de la période. Qu'ils observent à partir du bruit, c'est les couleurs en background, donc l'énergie forte avec des couleurs plus foncées, comparée à une courbe, aux courbes de dispersion des ondes de surface obtenues par des cartes globales obtenues à partir des séismes. Et vous voyez que ça colle très bien. Le maximum d'énergie suit très bien la courbe de dispersion obtenue à partir des données sismiques, les données avec les séismes. Il y a quelques petits écarts de temps en temps, mais enfin, c'est quand même assez convaincant. Et ici, il y a même un cas où ils ont comparé les cartes, leur cross-corrélation, c'est les grisés. La carte de dispersion obtenue avec les cartes globales, elle est un tout petit peu décalée, c'est la courbe noire. Et par-dessus, les points, c'est une carte de dispersion qu'ils ont mesurée à partir d'un séisme 4K observé dans cette station du Japon, Majo, sur un trajet très similaire. Et vous voyez que ça colle très bien. Donc voilà, alors après, ça a donné lieu à des études qui ont permis une tomographie, parce que par exemple, ici, vous avez un réseau en Californie du Sud. À l'époque, 2005, il y avait beaucoup de stations en Californie. Donc, ils ont calculé sur différents couples de stations les corrélations de bruit qu'ils ont superposées avec, d'abord sur un an, comparé avec l'observation à partir d'un séisme. Et ici, en coupant les données avec 4 périodes d'un mois superposées. Et ils arrivent, dans différentes bandes de fréquences, ils obtiennent et différentes couples de stations. Il y en a 2 qui sont montrés ici. Non, 3 même. Et ils obtiennent bien superposées. C'est vraiment bien des ondes de surface, des ondes de Rayleigh qu'ils observent. Et donc, ils ont pris toutes ces corrélation à tous ces couples de stations et ont déterminé des courbes, des cartes de vitesse de phase, par inversion des vitesses de phase qu'ils ont obtenues sur tous ces trajets, de groupe, c'est les vitesses de groupe, excusez-moi, et donc obtenu ces cartes ici à différentes périodes. Ensuite, on peut faire l'inversion en profondeur, qui montre bien, enfin on voit bien ici la zone, ça c'est la vallée centrale de Californie qui est pleine de sédiments, donc des vitesses très lentes qui se reflètent dans les vitesses de groupe. Et déjà à 15 secondes, on voit qu'il y a plus de sédiments dans la partie sud que dans la partie nord. Enfin bon, on voit plein de détails, mais l'idée c'est qu'on peut avoir uniquement en faisant des corrélations de bruit, on peut avoir des cartes beaucoup plus fines parce qu'on aurait avec des séismes, on n'aurait jamais pu avoir ce genre de distribution. Alors c'est vrai, en Californie, vous allez me dire, il y a des séismes, mais il n'y en a pas partout. Ils sont aussi, surtout sur le long de la zone, la faille de San Andreas, tous ces traits noirs, c'est des failles. Certaines failles de Californie du Sud aussi, mais pas tout le temps. Il y a aussi des régions où il y a
très très peu de séismes qui attendent le gros séisme. Et donc, ça, c'est une méthode tout à fait qui permet de s'affranchir de la dépendance des séismes. Et évidemment, après, on fait l'inversion en profondeur, hein, et vous voyez qu'ici, à 5 secondes, on est surtout sensible aux 10 premiers kilomètres de la croûte. Ça, c'est les fonctions de sensibilité des ondes de relais à la vitesse de cisaillement. Donc, je crois que j'arrive à la fin, donc je ne vais pas avoir beaucoup de temps pour expliquer la méthode. Je pense que je vais passer dessus, mais l'idée, c'est que quand on corrèle du bruit, si on suppose que les sources ne sont pas corrélées, on va récupérer dans la corrélation, si les sources viennent d'une certaine direction, on va récupérer la fonction de Green, c'est-à-dire l'effet de la propagation convolué avec l'autocorrélation du bruit dans cette direction. Si on regarde dans l'autre direction, on va la voir ici, au temps négatif. Et ensuite, si on combine, je passe très vite, je suis désolée, mais il y a un livre sur l'interférométrie, je crois, traduit en français, que vous pourriez regarder si ça vous intéresse. Quand on a des sources distribuées de manière isotrope, en fait, quand on va faire la somme de l'effet de toutes ces sources, par exemple en regardant sur un temps très long ou en faisant des sommes de tracés, on va avoir ce qui va rester, c'est uniquement ce qui se propage dans l'axe des deux stations, et on va obtenir en fait l'effet de la propagation des ondes de la station A vers la station B dans le sens des corrélations positives. Et donc ici, ça c'est la cross-corrélation. Dans le sens des corrélations positives, on va voir de la station A à la station B, et dans le sens du temps négatif, ce qui se propage de la station B comme source à la station A. Et normalement, ça devrait être symétrique si la distribution de ces sources aléatoires est isotrope. Mais en pratique, bien sûr, ça n'est jamais le cas, et donc il faut en tenir compte, comme c'est montré ici. Hein. Ici, vous avez une distribution de sources uniforme, aléatoire uniforme, avec deux stations 1 et 2. La cross-corrélation va vous donner quelque chose de symétrique par rapport au temps zéro. Par contre, si vous avez plus de sources à gauche qu'à droite, vous allez avoir des amplitudes plus faibles sur les temps négatifs que sur les temps positifs, et inversement. Donc ça, c'est plutôt la situation plus réaliste, hein, où la distribution des sources n'est pas homogène. Et ça, on le voit très bien. Par exemple, quand on regarde en fonction de l'époque de l'année, donc ici de mois, hein, donc hiver, été, hiver, on voit ici entre 10 et 20 secondes de période qu'il y a l'été, les sources viennent plutôt du continent, et l'hiver, ou c'est l'inverse, attendez, les sources viennent plutôt de l'océan en hiver et du continent en été. Donc on le voit très bien dans ces... Donc il faut bien sûr en tenir compte quand on va analyser ces données. Et on peut aussi, enfin on a fait des études ici déjà assez anciennes pour voir d'où viennent les sources de ce bruit, la distribution autour des stations. Entre 5 et 10 secondes viennent toujours de l'océan. Et plus vous allez à longue période, plus vous avez des contributions provenant du continent. Bon, ce genre de méthode a été utilisé pour la croûte, qui est très important dans les études du manteau. Elles ont été utilisées pour faire la tomographie des volcans, par exemple. Ici, le piton de la fournaise, avec des stations sismiques et le bruit sismique ici indiqué là. Les cross-corrélations en fonction de la distance interstation. Hein, donc elles vont montrer la propagation des ondes, donc le temps de plus en plus long, plus vous êtes loin. Et l'image sous le volcan, hein, jusqu'à 1 km de profondeur. Hein, donc on est à courte période et on est très détaillé, avec une espèce de volume sans doute de magma figé, qui se manifeste par des vitesses plus grandes que la moyenne, parce qu'il est refroidi et figé.
Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est l'application au continent nord-américain, donc, où il y a eu, entre 2005 et 2013, un effort, enfin il y a eu un projet, un programme d'installation de stations, 400 stations qui se sont restées, qui ont été déplacées progressivement tous les ans de l'ouest vers l'est des États-Unis, appelé le Transportable Array. Alors c'est 400 stations et la distance entre deux stations moyennes était de l'ordre de 70 km. Ce n'est pas parfait, bien sûr, parce que les installations sont là où on peut mettre les stations, mais on ne peut pas toujours les mettre uniformément. Et vous allez voir, j'ai fait un petit film, enfin, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est l'auteur, Göran Ekström, qui montre la progression des données. Alors donc, ça, c'est les corrélations de bruit, les vitesses de phase qu'il a obtenues, la carte des vitesses de phase qu'il a obtenues à la période de 6 secondes, en prenant les ondes de relais progressivement, avec le réseau qui s'est propagé, il a pu faire la carte complète de ces vitesses de phase à travers les États-Unis à une résolution bien plus grande que ce qu'on pourrait obtenir à partir des données de tremblements de terre. Donc on voit très bien ici, par exemple, le golfe du Mexique, avec des vitesses très très lentes, jusqu'à ici moins 36%, c'est considérable. On est à 6 secondes, donc on est très très peu profond sous la surface, et des vitesses plus rapides dans les régions stables. Le bouclier canadien est là-dessous ici. Donc voilà, et finalement, ma dernière exemple, c'est qu'on voit dans les données de bruit sismique, avec des techniques de plus en plus performantes, on arrive aussi à voir non seulement des ondes de surface, qu'on voit plus facilement parce que les sources de bruit principales sont près de la surface, puisque c'est dans les océans, mais on arrive à voir des ondes de volume, comme c'est montré ici. Ça, c'est les corrélations entre la composante Z et entre les composantes Z sur ce petit réseau en Finlande. Ça, sur les composantes longitudinales, radiales, donc horizontales, montrant les ondes de volume ici. Donc ça, c'est celles qui se réfléchissent sur le mot en S et en P, par exemple. Un autre exemple, pour finir, qu'on arrive à voir aussi des ondes du noyau par interférométrie. Donc ça, c'est simplement des sismogrammes synthétiques dans un modèle de terre moyen. Il y a, pour montrer quelles ondes on peut voir dans cette configuration de réseau, des ondes réfléchies sur la limite noyau-manteau et des ondes qui vont se réfléchir à la surface de l'autre côté de la Terre. Et on les voit arriver ici. Donc ça, c'est simplement un truc synthétique. Mais les cross-corrélations montrent sur ce magnifique réseau US-Array, donc encore une fois en fonction de la distance interstation cette fois-ci. Dans la carte précédente, c'est la distance de la source à la station dans ce modèle. Donc simplement une carte en fonction de la distance, de ce qu'on voit en fonction des distances. Et ici, c'est ce qu'on voit dans les cross-corrélations. Alors, une partie de cette énergie provient des séismes, mais l'idée, c'est qu'on la récupère à travers ces cross-corrélations et elle provient par diffusion. Donc, voilà le petit film montrant l'effet de la diffusion à l'intérieur de la Terre, qui permet de voir tous ces... Donc, si vous n'avez pas d'éléments diffractants dans la Terre, vous auriez des ondes qui se propagent directement, mais quand vous avez des hétérogénéités latérales qui vont produire de la diffusion, vous allez avoir des sources secondaires des ondes qui vont agir aussi comme des sources de bruit. Et donc, voilà, donc toutes ces méthodes sont en train de se développer comme méthode complémentaire aux méthodes qui utilisent directement les séismes pour l'étude fine des structures de la Terre. Donc j'arrête là, je vais simplement vous dire que ça c'est la fin de ce cours, mais qu'il y a un colloque international qui aura lieu fin mars
donc, dans cette salle, les 26 et 27 mars 2020. Ce colloque est déjà, nous avons un programme tout prêt, il n'est pas encore affiché, il est d'ailleurs affiché déjà sur le site, qui fera intervenir des spécialistes de tomographie et de géodynamique pour faire un peu le dialogue entre les images sismiques telles qu'on les observe dans le manteau global et les interprétations géodynamiques, les modélisations géodynamiques. Voilà, donc j'arrête là. Je vous remercie.